LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Donc on va faire une ascension à 150 mètres de hauteur, on va monter à raison d'1 mètre seconde, les conditions sont bonnes, on n'a pratiquement pas de vent ce matin, un petit peu de brume et un petit peu de pollution évidemment. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, premier numéro de notre 3e saison sur la chaîne parlementaire. Et cette année, la rentrée de notre équipe coïncide avec, heureux hasard, la Semaine européenne de la mobilité. Un événement qui cette fois-ci a adopté pour thème principal la qualité de l'air atmosphérique. La qualité de l'air, c'est l'une de vos préoccupations majeures. Et pour cause, chacun d'entre nous respire 15 000 litres d'air en moyenne par jour. Un air qui transporte tout au fond de nos poumons de l'oxygène certes, mais aussi des polluants sous forme de gaz et de poussière. D'où proviennent ces polluants? Quels sont leurs impacts sur notre santé? Comment détecter les pics de pollution? Et surtout, quelles mesures prendre pour limiter leurs émissions? Je profite du paysage pendant moins d'1 minute. Je vous laisse savourer le sommaire de ce numéro. On l'accuse de bien des maux. Allergies, cancers, maladies pulmonaires ou cardiovasculaires. La pollution atmosphérique tuerait chaque année 42 000 personnes par an. En cause principalement la circulation automobile. Mais comment combattre efficacement l'émission de polluants? Contrôle de police, aménagement de la voirie, péage urbain. Entre mesures d'urgence et actions à long terme, l'auteur de la loi sur la qualité de l'air, notre invitée Corinne Lepage, fait le bilan de 17 années de bataille anti-pollution. Et si la route elle-même devenait dépolluante? À Bordeaux, Gérard Felzer a testé un tout nouveau revêtement pour chaussée. Un procédé chimique qui permet de piéger et éliminer la pollution à sa source. Un cycliste qui circule en dehors du trafic serait 2 fois moins exposé aux polluants. Mais si les transports doux font de plus en plus d'adeptes, circuler à vélo est loin d'être une évidence pour tous, encore moins en milieu urbain. Des structures d'apprentissage de l'écomobilité tentent de prévenir les accidents. Vélo-école, bus cyclistes et autres coachs apprennent aux usagers la difficile cohabitation entre 2 et 4 roues. Ce ballon qui prend son envol depuis le parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris est devenu une icône de la capitale. Il s'agit non seulement d'une attraction touristique, mais aussi d'une station de mesure de la qualité de l'air gérée en collaboration par le CNRS et Air Parif. Alors Air Parif, c'est une association indépendante. Wouh, super atterrissage. Une association indépendante. Et comme une trentaine d'autres associations réparties sur tout le territoire français, mais groupées au sein de la fédération Atmo France, Air Parif est agréé par le ministère de l'Environnement pour surveiller et informer. Le ballon lui-même est porteur d'informations visibles 4 km à la ronde. Venez voir. Les points lumineux autour des monuments indiquent la qualité de l'air ambiant. Et les points lumineux autour des voitures indiquent la qualité de l'air à proximité des grands réseaux routiers. Il existe 5 couleurs, vert clair, vert foncé, jaune, orange, rouge. Quand les seuils de pollution réglementaires définis par Bruxelles sont dépassés, alors commence la bataille anti-pollution. Regardez. Paris, boulevard périphérique. Ouais, mets-toi à côté de lui pour voir un peu. Ah, c'est lui qui fume. Oh la vache! Vous sortez à la prochaine, on vous suit, allez-y! Les hommes de la brigade anti-pollution sont en opération. Au total, une trentaine de policiers chargés chaque jour d'effectuer des contrôles inopinés. Vous avez vu comment vous fumez là? Comment? Vous avez vu comment? Pareil, hein, le contrôle technique il n'est pas fait depuis janvier. Vous repartez pas avec, hein, vous le savez ça. On va vous donner 1 mois pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, hein, les réparations pour que le véhicule ne fume pas.
plus fumée. Et il y aura 2 contraventions, monsieur. La première contravention, c'est pour le contrôle technique qui est périmé depuis janvier. Et ensuite, c'est la fumée. On était derrière, on était obligé de se boucher le nez, monsieur. Cette fois, l'automobiliste en équipe pour une amende de 180 €, avec obligation de mettre son véhicule en conformité. Le domaine d'intervention de la brigade antipollution s'étend sur Paris et la Petite Couronne. Outre les contrôles mobiles, les policiers mettent en place des barrages routiers. En cas de doute, voiture en mauvais état, fumée noire abondante, le véhicule est arrêté pour vérification. Un analyseur de fumée relié au pot d'échappement mesure le taux de particules émises. Elle forme cet épais dépôt sur la chaussée. Alors là, au niveau de l'opacimètre, la machine nous dit simplement qu'au niveau de la pollution, ça ne va pas du tout. Donc il y a trop de particules rejetées par le moteur. Et voilà, donc bon, c'est très clair, hein, en fait, suffit de lire. Résultat, inacceptable. Côté automobiliste, c'est la résignation. Et à moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Et bon, c'est une ancienne voiture, voilà. Bah, elle est de 95, donc c'est les anciens diesel. Donc ça pollue plus que les nouvelles voitures, c'est logique. N'oubliez pas, vous avez un diesel, il faut vraiment vous en occuper. D'accord ? C'est pas un véhicule essence, quoi, je veux dire. En période de pic de pollution, l'unité effectue une centaine de contrôles par jour. Ce type d'opération fait partie de la procédure d'information et d'alerte en cas d'épisode de pollution. Lorsqu'Airparif détecte un dépassement de seuil pour l'un des 4 polluants les plus nocifs, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, ozone et particules fines, des mesures d'urgence sont mises en place. Limitation des vitesses, restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants, ou encore gratuité du stationnement ou des transports en commun. Ces mesures d'urgence ne durent qu'1 à 2 journées, le temps du pic de pollution. Limitées dans le temps, rarement appliquées dans leur totalité, leur efficacité est jugée faible. Pour lutter de manière plus pérenne contre la pollution, des villes comme Paris privilégient des aménagements de voirie et de circulation. Julien Bargeton, adjoint au maire chargé des transports, milite pour abaisser la vitesse du périphérique de 80 à 70 km/h de façon permanente. Toutes les études montrent que la pollution de proximité liée au transport se concentre sur les axes routiers. Le périphérique représente une part importante de la pollution parisienne, à peu près un tiers. Et donc, si nous voulons améliorer la situation de ceux qui subissent la pollution de proximité, il faut prendre des mesures et, par exemple, passer le périphérique à 70 km/h. Grâce à cette mesure, la municipalité espère diminuer la pollution de 5%. Mais elle veut aller encore plus loin, en généralisant les rues limitées à 30 km/h. Ces zones totalisent désormais plus d'1 tiers des voies de circulation. L'ADEME a étudié le lien entre réduction de la vitesse et qualité de l'air. Si l'abaissement de la vitesse est efficace sur les voies rapides et le périphérique, les résultats sont en revanche plus mitigés en centre-ville. Donc quand on observe vraiment ce qui s'est passé sur le terrain, quand on passe d'une vitesse de 50 à 30 km/h, quelquefois ça fait diminuer les émissions de polluants, on a une amélioration de la qualité de l'air qui peut aller jusqu'à 10%, et quelquefois on a une dégradation en fait, de la qualité de l'air du fait que les véhicules n'arrêtent pas de ralentir et de réaccélérer, qui peut aussi dépasser largement les 10% et jusqu'à 30%. Autre solution, limiter l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones. La ville de Paris plancherait sur un système s'apparentant à un péage urbain. Les véhicules autorisés sont équipés d'une puce électronique. Le signal émis est détecté par une antenne et fait office d'autorisation de circulation. Cette solution, baptisée Move City, est actuellement en expérimentation sur des bus à Cergy-Pontoise en région parisienne, avant d'être testée dans la capitale. La limitation d'accès des véhicules polluants dans des quartiers peut être une application du système, puisqu'on va donner des vignettes d'autorisation aux véhicules autorisés et peu polluants, les véhicules électriques ou des véhicules aussi en covoiturage par exemple. Dernier facteur anti-pollution, diminuer le trafic automobile en privilégiant la mobilité douce. 75 hectares de voiries ont été transférés au tramway et au vélo. En 10 ans, l'ensemble de ces actions aurait permis une baisse des rejets d'oxyde d'azote et de particules d'environ 30%.
Si vous voulez être informé des pics de pollution ou plus simplement connaître la qualité de l'air ambiant, vous pouvez consulter les cartes mises à disposition sur airparis.asso.fr. Des cartes existent pour chacune des régions de France et vous pouvez les retrouver selon l'endroit où vous habitez en transitant par notre site transportezmoi.fr. Alors pour surveiller la qualité de l'air, informer les services publics et le public, comprendre les phénomènes de pollution et puis surtout évaluer les stratégies de lutte contre les émissions, Air Paris dispose d'une 60aine de stations de mesure comme celle-ci. Et c'est là que nous avons rendez-vous avec Karine Léger. Donc ici, vous captez directement l'air extérieur, vous l'analysez dans vos machines, vous analysez une 60aine de polluants, c'est à peu près ça. Il y en a 5 qui sont vraiment très vilains, très méchants et que vous cherchez en priorité. C'est surtout les 5 qui ne respectent pas la réglementation. Et qui dépassent les seuils. Qui dépassent les seuils de façon relativement importante en Ile-de-France. Donc on a l'ozone, on a le dioxyde d'azote, on a les particules PM10 et PM2,5 en fonction de leur taille. Les microparticules, voilà, c'est ça. Et puis on a le benzène. Et parmi eux, c'est vraiment les particules et le dioxyde d'azote qui posent le plus de problèmes compte tenu de leur niveau en Ile-de-France. Donc par exemple, le long du trafic ici, comme le long du boulevard périphérique, on a des niveaux en moyenne sur l'année qui sont 2 fois supérieurs à la réglementation et en plus qui sont stables depuis plusieurs années. D'accord. Là, on mesure les particules. Alors ces fameuses microparticules, voilà, on les surveille parce qu'en fait elles ne sont pas arrêtées par le nez, elles ne sont pas filtrées par le nez et elles peuvent pénétrer dans l'appareil respiratoire, voire jusque dans les vaisseaux, dans le système cardiovasculaire. Ah oui, directement. Donc ce sont ces particules que vous voyez sur ces petits ronds grisés. Ouais. Et vous voyez des ronds d'un gris différent en fonction de l'heure, avec un gris moins important pendant la nuit où on a moins de trafic. Et un gris beaucoup plus soutenu tout au long de la journée où on a un trafic très fort le long du périphérique. Et là, on est bien d'accord que quand la bande de papier entre dans la machine, elle est complètement blanche. Elle est complètement vierge. Voilà. Et il en sort des petites taches là. Tout à fait. Pratiquement 50% de ce que vous voyez sur ces petits ronds-là provient du trafic diesel qui est de l'autre côté de la station. D'accord, alors on va juste voir l'état du trafic, voir où on en est aujourd'hui. Et on pourra parler de ce qu'on peut faire pour se protéger à minima. Là, on considère que la situation est normale, en train de se densifier, parce que je vois que les voitures commencent à s'arrêter, donc début d'un embouteillage. Et la pire des situations, c'est justement ce que vont bientôt vivre les gens à l'intérieur de leur voiture. De toute façon, quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes plus exposé au niveau de pollution. C'est parce que vous êtes vraiment au cœur du trafic, comme on le voit ici. Et en plus, les prises d'air se trouvent au niveau des pots d'échappement qui sont devant vous. Donc vous êtes vraiment au cœur de la circulation. D'accord. L'habitacle ne constitue pas une coque de protection? Non, l'habitacle ne protège pas de la pollution. Et quand on fait des mesures entre le cœur dans un véhicule, par exemple, un cycliste et un piéton, on voit bien que c'est vraiment l'automobiliste qui est exposé au niveau de pollution les plus importants. Le piéton est moins exposé parce qu'il est tout simplement plus éloigné du trafic. Et le cycliste, il va être de temps en temps dans les voies de circulation, ou de temps en temps sur le trottoir ou sur des pistes cyclables protégées. Donc il est dans une situation intermédiaire. Un axe comme celui-ci, pour ne plus être exposé, il faut aller jusqu'à 200 ou 300 mètres pour le dioxyde d'azote. Pour des axes plus petits, c'est des distances qui sont moins importantes, c'est quelques dizaines de mètres. Bon, d'ailleurs, on va éviter de traîner trop par ici, parce que là, on en profite le plus possible. Alors parmi les solutions pour émettre moins de gaz polluants, les scientifiques cherchent de nouvelles pistes. L'une qui paraît prometteuse, c'est la route dépolluante. Une route qui prendrait elle-même en charge la dépollution des gaz d'échappement. Les explications par Gérard Felzer. 1 milliard de voitures comme celle-ci circulent à travers le monde et autant de pots d'échappement. Rien qu'en France, 1 million de tonnes d'oxyde d'azote sont produites chaque année, dont la moitié est due aux voitures. Et bien ici, dans ce centre de recherche, des chercheurs ont trouvé un produit qui s'appelle le Noxair, qui serait capable de piéger ces oxydes d'azote. Suivez-moi. Alors, comment marche ce procédé chimique qui permet non seulement aux chaussées, mais également aux murs anti-bruit, de piéger les monoxydes d'azote qui sortent des pots d'échappement? Eh bien, c'est simple. Ici, on a un bout de chaussée. Ici, on a un coulis qui contient du dioxyde de titane. Associé aux rayons du soleil, c'est-à-dire aux ultraviolets, se crée une réaction chimique qui piège ces monoxydes d'azote et évite les pics de pollution. La fabrication du Noxair, c'est une véritable recette de cuisine qui a pris des années dans ce centre de recherche. Le dioxyde de titane, l'élément principal, mélangé à du ciment, et puis différentes espèces de granulats, dont du sable, de la fibre de cellulose pour mettre le produit en surface, du colorant et de l'eau. Et notre produit, donc, est prêt à être étalé sur la chaussée.
Eh bien, au travail. Alors au centre d'essai, on essaye les différents supports. Il y en a de toutes les couleurs, des gris foncés, des gris clairs. Et ça permet de tester les adhérences, l'efficacité du produit, enfin tout quoi. Voilà notre laboratoire en vraie grandeur. On fait venir du gaz comme s'il sortait d'un pot d'échappement et on analyse le gaz à la sortie avec ou sans le procédé. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait photocatalysé, c'est-à-dire les rayons du soleil. Alors lorsque je mets une plaque pour cacher les rayons du soleil, on voit que la pollution est à son maximum. Lorsque je retire la plaque, les rayons du soleil attaquent le revêtement et on voit sur la courbe qu'il y a une pollution qui diminue d'à peu près 80%, ce qui est énorme. Jolie promenade dans un jardin bucolique, en bord de Seine, au cœur de Paris. Mais de quoi s'agit-il ? Et il s'agit en réalité du réaménagement de l'ancienne voie express rive gauche. Une voie jusqu'à récemment empruntée par 30 000 véhicules par jour. Aujourd'hui fermée à la circulation, livrée aux cyclistes et aux piétons. On va donc profiter de cet endroit et de cette belle arrière-saison pour rencontrer notre première invitée, Madame Corinne Lepage. Alors, vous avez été ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997 dans le gouvernement d'Alain Juppé. Et à ce titre, on vous doit la loi LOR, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle des énergies, dite aussi loi Lepage. Le premier point très important dans cette loi, c'est qu'elle crée pour la première fois le droit pour chacun d'entre nous de respirer un air sain. Oui. C'était pour la prise de conscience ? C'était un petit peu plus qu'une prise de conscience. C'était la reconnaissance effective d'un droit. Et pour moi, il n'y a de droit que quand il est sanctionné. C'est-à-dire donner la possibilité aux gens, à mes concitoyens, de faire sanctionner le non-respect du droit à vivre dans un air sain. Et aujourd'hui, les chiffres sont toujours alarmants. Néanmoins, des progrès ont été réalisés. En Ile-de-France, par exemple, les seuils réglementaires exigés par Bruxelles sont toujours dépassés, mais il y a quand même des progrès réalisés. Vous, néanmoins, vous êtes déçue, voire furieuse, vous estimez que la loi n'est pas appliquée. Oui, vous voyez bien que vous venez de le dire vous-même. Vous venez de dire vous-même, les seuils fixés par Bruxelles ne sont pas respectés. Mais en dehors de ça, il y a des choses qui ne sont pas appliquées. Je pense notamment au plan d'urgence, qui n'ont en fait jamais été mises en place. Dominique Voynet a mis une fois en place la circulation alternée, un jour de forte pollution. Pour le reste, on vous dit ralentissez, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Vous incriminez également les lobbies. Oui, bien sûr. Notamment les constructeurs automobiles. Le problème majeur aujourd'hui, quand même, sur le plan de la pollution, c'est les particules fines, donc c'est les véhicules diesel. Parlons clair. Comment peut-on expliquer que dans un pays comme le nôtre, aussi dieselisé, l'obligation d'avoir des filtres à particules sur tous les véhicules n'ait pas été imposée depuis 10 ans, hein ? Alors au chapitre des solutions que vous proposez pour améliorer la qualité de l'air. Je pense qu'il y a un gros sujet évidemment autour de la circulation. Donc tout ce qui est transport collectif, transport partagé, covoiturage qui n'est plus artisanal mais parfaitement organisé, offre des possibilités extraordinaires. Mais là tout ce que vous évoquez ça existe, justement le covoiturage se développe, oui. Les transports publics se développent. Qu'est-ce que vous vous proposez alors pour qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Je pense qu'on peut passer à une échelle. Alors moi je trouve que Vélib c'est très bien, je trouve qu'Autolib c'est formidable, que ça devrait être démultiplié. Je crois qu'il y a un vrai travail de connaissance à faire pour montrer qu'on peut utiliser autrement le transport en ville. Alors vous circulez en vélo dans Paris, vous portez un casque ? Oui. Vous trouvez que c'est dangereux ? Ah, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de remplacer une nuisance, la pollution atmosphérique, par une autre, un accident de la circulation. Donc regardez, quelques conseils. Merci. Merci beaucoup. Clichy, banlieue parisienne. Voilà, c'est parti. Voilà. Regarde devant toi. Si ça va trop vite, n'hésite pas, tu mets un coup de frein. Léontine, 37 ans, cherche encore son équilibre. La première étape pour apprendre à faire du vélo. On appréhende un peu, mais une fois qu'on y est, on est lancé, ça y est, on se laisse aller. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a toujours peur de tomber. Si Léontine surmonte ses appréhensions, c'est qu'elle a de très bonnes raisons. Alors j'ai une fille de 6 ans qui fait du 3 roues. C'est ce qui m'a motivée à apprendre à faire du vélo. Faire des balades avec sa fille, mais pas seulement. C'est un moyen écolo,
Ben, c'est pas cher, c'est intéressant d'apprendre, même si on a passé la trentaine. L'étape suivante, c'est apprendre à slalomer, garder l'équilibre dans les virages tout en indiquant sa direction. Il faut compter 30 € pour environ 15 séances. Une formule qui attire de plus en plus d'adultes. On est passé d'une dizaine en 2010 à 25 en 2011, 40 en 2012. Et tout ce qui a déjà été fait pour le vélo en ville motive les gens à copier un peu sur leurs amis, sur la famille qui font un peu du vélo, qui utilisent les Vélib'. En 10 ans, le nombre de déplacements à vélo a plus que doublé dans les agglomérations. Pour les usagers de la route, cette nouvelle cohabitation est parfois difficile à vivre. C'est-à-dire qu'ils prennent les rues à contresens, ils traversent là où c'est pas autorisé. Ils brûlent le feu rouge, ils zigzaguent sur la route. Ça regarde pas, ça c'est pas monté sur un vélo depuis 20 ans, ça s'est pas roulé. En 2012, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Céline, lassée par les retards du RER, envisage de se rendre au travail à vélo. Pour se rassurer, elle a demandé de l'aide. Simon m'a proposé de me coacher pour me présenter le trajet que je pourrais effectuer parce que moi j'ai très peur de faire le trajet dans Paris en vélo. Céline, on y va Objectif, identifier les aménagements spécifiques et les dangers du parcours. Donc voilà, l'idée c'est de se placer à peu près à 1 mètre de la bordure. C'est que ça évite les ouvertures de portières qui sont des accidents fréquents. Ça oblige aussi les voitures à vous dépasser correctement. Paris multiplie les rues où les vélos peuvent rouler à contresens, mais aussi les pistes cyclables. Sur ces voies, les vélos peuvent circuler en sécurité, ou presque. Et donc c'est là qu'il faut avoir son attention la plus développée. Donc c'est à cet endroit qu'on va faire, on va bien regarder à droite s'il n'y a pas une voiture qui arrive, à gauche s'il n'y a pas une voiture qui tourne, et ensuite on traverse. Moi je suis un peu impressionnée quand il faut passer un carrefour comme ça. Il faut vraiment beaucoup plus s'affirmer pour qu'on ne soit pas un danger pour nous-mêmes et que les gens nous acceptent aussi sur la route. Ça j'ai encore du mal, mais c'est ce que j'essaye d'apprendre avec Simon. Pour Simon, proposer un tel service de coaching est d'abord une manière de promouvoir ce mode de transport doux. Il y a quand même une marche à franchir pour prendre le vélo. J'ai eu 15 jours où j'ai dû apprendre des choses et je me suis quand même appuyé sur la connaissance d'autres cyclistes qui le faisaient. Et donc moi j'ai aussi envie de donner du coup et de participer à ce mouvement. Céline arrive à l'heure au travail. L'expérience est concluante et donne des idées. On pourrait tout à fait trouver des personnes pour voyager ensemble. C'est ce qu'a décidé ce groupe de cyclistes. Bonjour. Ces habitués empruntent le même trajet pour aller travailler. Tous les matins, ils forment un peloton. On appelle cela un bus cycliste. À leur tête, le chauffeur, c'est Jean-Stéphane. Et être dans un bus présente quelques avantages. D'abord, au début, les gens ont un petit peu peur de se lancer dans la circulation. Donc ça les rassure, il y a plus de monde. Donc les voitures font un petit peu plus attention, sont obligées de te contourner. Et puis ça a un deuxième intérêt, c'est que tu te fais des copains, donc tu vas ensemble, c'est convivial, tu discutes. C'est plus sympa que de partir isolé. Régulièrement, le bus marque l'arrêt. Ah, bonjour. Ah bah voilà. Ça va? Il accueille de nouveaux cyclistes dans le cortège. Lorsqu'on arrive à destination, il suffit de quitter le convoi. On se croirait à la campagne presque. Sa bonne humeur, Christine la doit en partie à la pratique régulière du vélo. C'est stimulant parce que d'abord on fait de l'exercice physique. Donc tout de suite on en sent mieux, on est moins constipé, on dort mieux. Et ça aide pour manger un peu moins de sucre, un peu moins de graisse et de prendre des bonnes habitudes. Autre intérêt, le coût du déplacement. En moyenne, 1 000 € par an de moins qu'en voiture. Mais malgré ces avantages, le système peine à se développer. Jean-Stéphane espère que chaque trajet fera des émules. Bon, bonne journée à tous. Une fois que les gens ont été participants à une ligne de bus, ils peuvent à leur tour devenir guides et puis soit reprendre cette ligne à d'autres horaires, soit ouvrir des nouvelles lignes.
Plus de 150 lignes de bus cyclistes sont actives en France. En temps normal, c'est l'inverse. Ah oui, c'est toi qui Gérard, Hein? Quoi? Comment? bonne rentrée, hein? Ah oui! C'est reparti pour la saison 3? Et on part à la pêche? À la pêche? Aux bonnes idées? Ah oui, la pêche aux bonnes idées. Ce que veut dire Gérard, c'est que pour cette 3e saison, nous souhaiterions que vous, téléspectateurs, deveniez réellement acteurs de l'émission. Vous avez des critiques, des remarques, des suggestions, des idées de reportages. Vous voulez nous inviter dans votre région pour nous faire partager vos initiatives? Faites-le nous savoir, dites-le nous, ou bien sur notre page Facebook, ou bien sur notre site transportez-moi.fr. Et transportez-moi, finalement, la meilleure compagnie de transport du monde, c'est l'imagination. Quelle belle phrase de fin. Pas beau ça? Magnifique. Premier numéro de de l'air qui transporte au cœur de nos poumons pour répondre à toutes ces questions. Ah, c'est la rentrée, hein. Aérer plutôt du côté court que du côté trafic. Bien sûr. D'accord. J'ai un trou là. Vous avez des remarques, critiques, suggestions. J'ai bafouillé en plus. Putain, quel con. Ça reste une belle phrase de fin. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.